Eh bien, rebonjour. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut applaudir nos invités, s'il vous plaît? Donc, j'ai demandé tout à l'heure, il y a des fans de Miraculous? Donc aujourd'hui, nous avons parmi nous la chance d'accueillir une partie donc, de l'équipe de Miraculous Ladybug, le dessin animé que nous connaissons tous normalement, mais visiblement pas tous parce qu'on m'a envoyé moi. L'organisateur m'a dit, tu connais Miraculous? Bien sûr que je connais Miraculous. Qui ne connaît pas? Non, l'autre, il ne connaissait pas. Bon, ok, d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons Caroline Torelli. Ça va être facile à reconnaître puisque c'est la seule femme qui est là. Nous avons Sébastien Thibaudeau. Voilà, j'essaye de repérer aussi les noms. Pierre Doublier. Ok. Manuel Maire. Donc Manuel ici. Et enfin Nathanaël Bronn. J'espère que je ne l'ai pas mal prononcé. Ça se dit comme ça? C'est bon. C'est bon, ok, ouf. Je ne suis pas virée. Oh mon Dieu. Eh bien, ceci est un moment à partager avec l'équipe de Miraculous. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que chacun se présente. Voilà. Qui vous êtes? C'est ce que j'ai fait juste avant avec, avec Morgane versus... voilà. Donc, il s'est présenté. Et en gros, l'objectif, c'est un petit peu d'en savoir un tout petit peu plus sur vous, sur vos rôles à chacun. Et ensuite, une séance de questions-réponses et le public, éventuellement, s'ils ont des questions aussi à vous poser. Donc, si vous voulez, on peut commencer du fond et puis... Bonjour à tous, donc, moi je suis Nathanaël Bronn et je suis le créateur graphique et directeur artistique de Miraculous depuis le début, depuis maintenant 10, 15, ouais, 14 ans. Ah, est-ce que c'est vous entendez bien ce qu'il dit? C'est bon? Non, moyen, on nous dit que le son, il est... C'est mieux comme ça? Ouais, très bien. Donc moi, mon job en fait au sein de ce projet, c'est ça englobe vraiment les personnages, les décors et plus loin que ça, c'est vraiment la direction artistique, c'est-à-dire l'uniformité de ce que vous voyez à l'image, quoi. Donc c'est aussi la photo, direction de la photo, direction des objets, enfin tout. Ah, c'est beaucoup de travail. La facture de l'image en fait. D'accord. Voilà. Eh bien, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Eh oui. Bonjour, moi c'est Sébastien Thibaudeau. Donc je suis arrivé juste un peu après Nat, parce qu'il a bien fallu créer avant, et je suis arrivé il y a 14 ans. Et j'ai commencé à développer avec Nat, Jérémy et Thomas le concept de Miraculous et les premiers épisodes pour les vendre aux chaînes de télé. Et c'est resté mon travail depuis. Donc je suis à la fois directeur d'écriture, producteur exécutif, c'est-à-dire je suis les épisodes jusqu'au bout. Et directeur d'écriture, c'est encadrer aussi toute l'équipe d'auteurs que nous avons qui évolue au fil des années. Et c'est aussi pour ça qu'on était content d'être là aujourd'hui, parce que c'est non seulement le 10e anniversaire du Japan Tour, mais aussi le 10e de Miraculous. Tout à fait. Et donc on était content d'être là pour ça. Ouais, c'est sympa un anniversaire, déjà. On est nés en même temps. Ça fait 10 ans, mon Dieu. Et donc au bout de 10 ans, mais alors ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, puisque ça fait déjà 2 ans que nous avons une nouvelle équipe qui nous suit depuis le début de la saison 6, et je les laisse se présenter. C'est nos nouveaux chouchous formidables. Eh ben, on va les rencontrer du coup en même temps que vous, et le public. Donc du coup, Caroline. Et Caroline, voilà. c'est facile à retenir. Et du coup, scénariste donc, depuis la saison 6 sur Miraculous. Et arriver sur une saison 6 sur une série pareille, ça veut dire avoir un univers hyper riche, des personnages passionnants à développer, et c'est un cadeau. Voilà. C'est un beau cadeau, c'était pas un cadeau empoisonné, tout va bien. Merci Caroline. Bonjour, moi c'est Pierre, du coup pareil, j'étais très content de rejoindre l'équipe, je suis scénariste, comme vous avez deviné, et puis j'étais ravi, ça fait 2 ans, et puis là on est sur la suite, donc je suis très content. Et moi c'est Manuel, et comme mes 2 autres camarades, on était comme vous des fans de Miraculous, et avant d'en devenir les co-scénaristes. C'est beau. Et voilà, on était ravis d'être sollicités, de pouvoir rentrer et de participer à cette belle aventure. Et qui continue. Qui continue et qui, voilà, nous espérons, va continuer, effectivement. J'ose vous demander un petit peu votre parcours artistique, c'est-à-dire que comment on devient scénariste, comment on devient spécialiste de l'image, etc. Alors je sais qu'il y a certaines écoles, mais voilà, j'aimerais bien un petit peu connaître le parcours éventuellement, et je pense que le public aussi peut-être savoir comment ça marche, comment on en arrive là en fait.
Alors moi personnellement, j'ai fait une école qui s'appelle Les Gobelins. Les Gobelins, bien Voilà, sûr. et qui était un peu l'unique à l'époque, et qu'aujourd'hui, C'est vrai. maintenant, c'est vrai que ça s'est énormément diversifié. On le voit dans les festivals comme à Annecy là, cette année. Là, il y a eu effectivement beaucoup d'étudiants. C'est vraiment, il y a énormément de formations d'animation. Ça devient vraiment un métier, en fait. Alors qu'avant, c'était plutôt un truc de souche, quoi. De niche ou de souche? De niche, ouais. De siche. De Et du coup- siche. Et donc voilà, tout ça, une formation d'animation classique, quoi. Où on t'apprend l'animation, le design de personnages, storyboard, mise en scène. Voilà. Donc beaucoup de dessins en fait. Au final, Gobelin, c'était Ouais. très axé dessin. Très animé. C'est D'accord. une école d'animation, mais il y a aussi la narration, qui est D'accord. autant importante que l'animation. D'accord. Ah oui, puis moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'animation, et j'ai fait énormément de boîtes, Marathon, Sip Animation, Xilam, voilà. Mais c'est surtout en arrivant à ZAG que je me suis épanoui, parce que c'est une boîte qui a vraiment un sens du développement de l'animation, un sens du développement du projet que j'ai jamais rencontré ailleurs. C'est très spécial comment on développe dans cette boîte. On prend le temps en fait, tout simplement. Là où la plupart du temps tout est bouclé en quelques mois, là on peut prendre des années. Miraculous, ça a pris 3 ans avant qu'on ait un premier épisode d'écrit. Écrit. Et même pas encore animé, scénario. et pas dessiné, et rien du tout. Ouais. Voilà. D'accord, mais c'est une bonne chose à savoir aussi. Du coup, parcours peut-être aussi à côté. Mon parcours. Vous avez du temps Mon parcours. Mais oui, on a ça du va être temps, très long, vous on a inquiétez pas. combien? Oh non, mais vous inquiétez pas, on a le Ouais. temps. On a vraiment le temps. Non, pour vous faire rapide, moi j'ai commencé par, venant de la province du Médoc, j'ai fait une école de cinéma qui était généraliste, qui s'appelle l'ESRA. D'accord. Et au début, je voulais être réalisateur, donc j'ai réalisé des courts-métrages, dont un qui a eu des prix, qui m'a permis de devenir ensuite scénariste pour un long-métrage, qui est devenu ensuite un long-métrage qui est sorti au cinéma, et puis j'ai écrit des films pour la télé. Et puis un jour, j'ai rencontré effectivement Jérémy, c'était en 2011, en juin 2011, c'était il y a pile 14 ans. Ouais. Et j'étais pas du tout dans le monde de l'animation Bah à oui, cette c'est ça, époque-là. justement, Non, j'étais dans le monde de la prise de vue réelle. Et la petite passerelle s'est faite de manière un peu amusante. C'est que j'ai toujours aimé enseigner. Ah, Et donc j'enseignais le scénario dans une école où il y avait des jeunes qui voulaient faire du scénario d'animation. d'accord. Et comme je savais que c'était pas la même chose quand même que d'écrire des films pour les adultes, Bien sûr. ou même les jeunes adultes, j'avais développé des programmes pour en fait leur expliquer la différence entre l'animation où vraiment selon les âges vous avez une façon d'écrire qui est un petit peu différente, parce qu'on parle pas à un enfant de 2 ans comme on parle à un enfant de 8 Exactement. ans, ni à un autre de 15 ans, ni à quelqu'un qui a 20 ans. Et en faisant ça, je me suis fait connaître du milieu de la formation et j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans l'animation et qui faisaient une série qui était magnifique, qui s'appelait Lou. Lou, Je ne sais ouais. pas si vous connaissez. Et je leur ai dit tout le bien que je pensais de cette série qui est vraiment magnifique, très poétique, que je regardais avec mon petit garçon à l'époque. Et ils m'ont dit, si ça t'amuse l'animation, on commence une nouvelle série qui s'appelait Sherlockiac. Et je leur ai dit, ouais, mais je sais pas si je suis rigolo, je sais pas si j'écris pour des trucs super sérieux normalement. Et ils m'ont dit, mais si ça t'amuse, fais-le. Je l'ai fait une fois, ça a marché, 2 fois, 3 fois, etc. Et cette personne m'a proposé, quand Jérémy cherchait quelqu'un pour s'occuper de l'écriture dans sa société, et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'animation. Et j'étais très différent, puisqu'en fait, je n'avais jamais fait d'animation. Et donc, j'ai considéré aussi l'animation un peu différemment de la façon dont on le faisait à D'accord. l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est bien entendu, parce qu'on avait envie de faire tous un truc un peu nouveau, quoi. Oui. On voulait faire quelque Et chose alors, d'atypique. si ça peut vous rassurer, ça a fonctionné. Tant mieux. Ça a fonctionné. Je pense que vraiment, Miraculous dans le monde de l'animation française, c'est. Alors, vous le voyez pas. Moi, je le passe souvent en karaoké géant. Je passe le générique. Les gens hurlent dessus. Qu'ils aient 10, 20, 30, 40 ans, homme ou femme, ou mixte, tout ce que vous voulez, je vous assure que tout le monde chante Miraculous. Tout le monde connaît Vous le êtes générique. capable de chanter, vous aussi? Je suis C'est vrai sûre que si on l'avait, je vous assure. Non, mais attendez, sinon vous avez qu'à commencer à chanter, ils vont continuer. Hein. Je peux essayer. Allez, hein. allez-y, essayez, on va voir s'ils savent chanter. Alors, déjà, Allez. ça fait tout, 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 tout. Je suis Marinette. Ça fait une Ladybug, Lady Magic et Lady Chance.
qu'en cas d'urgence, miraculeuse. Ah ouais, il chante Voyez bien, la bravo. Ok, vous Et avez ça, raison. c'était la version toute douce. Hein, parce Ouais, que parce qu'ils d'habitude, sont les karaokés tranquilles. géants, ils hurlent. Mais c'est parce qu'il fait chaud en fait. Il fait chaud, c'est la semaine, on est tranquille. Mais en vrai, c'est parce qu'on n'est pas en mode karaoké géant. Mais je vous assure, quand on est en mode karaoké géant, on dirait un concert. Hein. Le truc, c'est vraiment un concert. Vous avez vraiment créé quelque chose d'unique, justement. Comment on devient scénariste, du coup? Comment bien scénariste? On est d'abord écrivain, on est avec cette passion, on a envie d'écrire depuis qu'on est tout petit, ou c'est quelque chose qui vient plus tard. Et puis, moi, ça m'intéresse aussi. Alors, je dis pas forcément parce que j'ai envie d'écrire des scénarios, mais savoir comment ça marche, comment on devient scénariste pour de l'animation. C'est une vaste question. Eh oui. Je commence du coup. Vas-y, c'est une vaste question avec plusieurs Avec réponses. plusieurs réponses. Plusieurs réponses, ça Autant de va très réponses bien. que de scénaristes, je pense. Moi, pour le coup, j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance de savoir tôt que je D'accord, voulais, que tu voulais vraiment faire écrire ça. et écrire pour un média audiovisuel. Après, j'étais pas un très bon élève au lycée, donc j'ai eu un parcours un peu chaotique. J'ai eu un bac au rattrapage. Après, en fait, j'ai fait la même école que Sébastien, mais quelques années plus tard. Ouais. Et derrière, j'avais repéré une école qui s'appelle le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, Ah, Qui, ça en existe fait, donc. ça existe. Ça existe. qui en fait est une formation sur 2 ans, qui prend, enfin à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais elle prenait à partir de 20 ans. C'était sur concours, et donc j'ai passé le concours. J'ai fait 2 ans de formation, et D'accord. derrière j'ai fait un stage à Téfou, Ah, le bah oui. service jeunesse, voilà. Et comme j'avais une petite sœur de 11 ans de moins, je connaissais bien la série, puisqu'elle la regardait, et du coup je la regardais avec elle. Et en fait, c'était la saison 2. Donc là, j'ai commencé à regarder un peu aussi à TF1, en fait. Et derrière, j'ai commencé à travailler dans l'animation parce que je trouvais ça rigolo, Ouais, sympa. ça t'a donné l'envie de faire du scénario pour l'animation. C'est ça. D'accord. Et en fait, comment ça s'est passé? Sébastien, on s'est revus parce que tu cherchais un coordinateur d'écriture sur Ghost Force. Exactement. Et je l'avais croisé chez TF1. D'accord. Et je l'avais trouvé incroyable. Ah, c'est une bonne chose, ça. Ils ont tous les trois une histoire particulière. Ouais, mais c'est pour ça que j'aimerais bien l'entendre et je pense que le public a envie de l'entendre aussi. Et c'est je vrai, pense. et c'est vrai que lui, je vais parce qu'il le dira pas sinon, mais en fait, il était stagiaire effectivement chez TF1. Et moi, je viens en tant que directeur d'écriture pour assister à une réunion avec TF1. On vous dit oui, ça c'est mal écrit, ça faudrait le refaire, etc. Et puis lui dit juste 2-3 petites choses comme ça. Et en sortant de la réunion, je dis lui, il est bon, lui. Et quand effectivement on a cherché quelqu'un pour diriger Ghost Force à l'époque, j'ai repensé à lui. Il était très jeune et je lui dis j'ai envie que tu diriges Ghost Force. Il me dit ouais, t'es sûr quand même? Je lui dis oui, tu le sais pas, mais nous on le sait déjà, c'est bien, ça va se faire. Et donc il a fait ça. Et quand on a commencé à chercher une nouvelle équipe pour Miraculous, donc on n'avait pas encore fini la saison 5, on était au milieu peut-être de la saison 5, on a commencé à chercher de nouvelles personnes et c'est comme ça que j'ai rencontré, lui je le connaissais déjà, Ouais. mais il y a 2 histoires aussi Et marrantes ouais, mais moi, je que veux je les laisse, entendre, ces histoires. que je Moi, laisse veux les écouter entendre. parce que chacun a une histoire très différente et c'est ça que j'aime bien dans l'équipe de Miraculous. Et c'est ça qu'on veut entendre. Ouais, et c'est intéressant pour tout le monde parce que scénariste, c'est aussi, on travaille avec des êtres humains qui ont une histoire. Et plus leurs histoires sont originales et intéressantes, en fait, et finalement, quand on se retrouve ensemble, plus ça nourrit ce qu'on écrit. Et donc, je trouve ça merveilleux, ce sont des merveilleuses personnes. Ce sont des miraculous. Alors moi, j'y ai absolument pas pensé pendant très très longtemps. D'accord. Il me semblait qu'écrire était impossible et inaccessible, D'accord. vraiment complètement inaccessible. Mais j'adorais les histoires. Et du coup, mon entrée dans les histoires, ça a été le théâtre, par D'accord. l'école, etc. Et du coup, j'ai commencé comme comédienne. D'accord. J'ai commencé comme comédienne, mais je voyais bien par rapport à mes petits camarades que c'était pas la même chose qui me plaisait. Déjà, j'aimais pas forcément, j'aimais jouer des textes déjà écrits, mais ce que je préférais, c'était les créations collectives. D'accord. Et puis, j'avais envie de tout connaître, tous les personnages, vraiment tous les personnages. Et j'ai commencé à écrire sur un projet qui était un feuilleton théâtral. D'accord. Toute l'équipe devait mettre la main à la pâte et on écrivait, c'était déjà de la série mais en théâtre, et on devait créer un épisode tous les 15 jours, et comme c'était très rapide, Ah oui. on a dû tous mettre la main à la pâte, même pour la technique, et moi la technique j'y connaissais rien, donc je me suis mise à écrire et j'ai adoré ça. J'ai tellement aimé ça que
j'ai passé un concours pour une école qui est la même que D'accord, celle. la même, cette fameuse école. En fait, il y avait quelque chose aussi en ayant fait du théâtre. Je me rendais compte aussi que c'est des Ah, mais métiers. ça a dû beaucoup aider. Ça aide, mais on se rend compte aussi que c'est des métiers où on est nombreuses et nombreux. Et je savais qu'avec cette école, ça m'aiderait à rentrer professionnellement Plus facilement dans le métier. Et effectivement, d'avoir eu le concours, ça m'a beaucoup rassurée de reprendre l'école, parce que moi, j'ai repris l'école à passer 30 ans. D'accord, ouais, je comprends. Voilà, donc je suis retournée à l'école passer 30 ans. Et l'animation, je suis arrivée en animation parce que, en tout cas, moi, ce qui m'a attirée, c'est que j'y ai retrouvé un esprit de troupe. Qui est celui du théâtre, voilà, vraiment. Et il y a vraiment cette collaboration, bon, non seulement entre nous dans l'écriture, mais aussi avec... Ah, ça a pété. Ah, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Parfois, ça peut cracher, on va dire. Avec les autres corps de métier qui est hyper chouette aussi. Voilà, vraiment, les collaborations, enfin, voilà, avec les auteurs, les autrices graphiques, vraiment etc. Un vrai travail d'équipe. Ouais, vraiment, c'était super. Et donc, comme beaucoup, j'ai exploré plusieurs boîtes. Et c'est vrai que ma porte d'entrée, ça reste les personnages. Ma porte d'entrée chouchoute dans les histoires, ça reste les personnages. Et avec Miraculous, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire, c'est effectivement. trop chouette. Et enfin, Et moi, mon parcours est encore différent. Différent, ouais, mais ça nous intéresse justement. Ouais. Et je dirais que ma porte d'entrée dans le métier, comme ma porte d'entrée dans la série, c'est des rencontres. En fait, je suis initialement... L'alcool, oui, l'alcool. Je vais unir. On en parlait juste avant avec Morgane de l'alcool, que ça crée des amitiés. Oui, absolument. Non, moi, en fait, je viens de l'image, moi, avant d'être du texte. J'étais graphiste dans une société qui faisait de ce qu'on appelle de l'habillage télé, c'est les génériques des émissions, les jingles pubs, etc. D'accord. Et en fait, du coup, moi, je faisais que habiller les histoires des autres. D'accord. Et ce qui me manquait, c'était j'avais envie de créer des histoires, créer du contenu et pas simplement l'habiller. Et donc, je me suis mis à écrire. Et j'ai eu la chance de faire une rencontre avec une scénariste d'animation qui m'a donné l'opportunité d'écrire un texte sur une série qu'elle dirigeait. Qui s'appelait Max et Maestro, et ça s'est très bien passé. Et après, c'est comme dans tous les métiers d'indépendant, c'est la première série qui te permet d'avoir la deuxième série, qui te permet d'avoir l'effet boule de neige. L'expérience, finalement. Voilà, c'est ça, au fur et à mesure. Et Monsieur Thibaudeau, que j'ai rencontré aussi à un festival que vous connaissez sans doute, c'est le festival d'Annecy, c'est le plus gros festival d'animation. Le festival d'Annecy, qui est en train de prendre en ampleur depuis ces dernières années, dont on entend énormément parler, parce qu'on parlait beaucoup du festival de la BD d'Angoulême, et d'un coup on a eu le festival d'Annecy qui a popé. Il y a des gens qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes par hasard ? Non ? Ah bah non, si, on a quand même une personne. Et oui, j'en entends maintenant effectivement énormément parler de ce festival qui a pris vraiment de l'ampleur au niveau de l'animation. Ah bah oui, c'est un festival international. Je pense que c'est un des plus gros festivals au monde. Vraiment tout le milieu de l'animation de tous les pays sont réunis là-bas, et c'est en général un chouette moment. Et pour les scénaristes, c'est vraiment un moment clé aussi, puisque en général, tous les scénaristes sont présents et c'est le moment de faire des rencontres. Des rencontres, des échanges, absolument. Et potentiellement pouvoir travailler sur ce genre de projet-là. Et parfois, c'est des moments, c'est des timings, c'est rencontrer la bonne personne au bon moment, et un soir, dans un bar, alcool, Mathieu Choquet, qui a un nom que vous avez peut-être déjà vu passer sur des génériques de Miraculous, qui était une connaissance qu'on avait en commun avec Sébastien, nous a présenté l'un l'autre. Et évidemment, je connaissais Sébastien Thibaudeau. Il ne me connaissait pas. Ah, c'est encore... ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Mais j'avais travaillé sur un projet qui s'appelle Moi à ton âge pour France Télévisions, que j'avais co-créé. Et c'est un projet qui avait plu à Sébastien. Et du coup, on en a parlé. Ouais, j'ai commencé à faire la direction d'écriture dans le bar. C'est ça. C'est un bon lieu pour commencer un entretien d'embauche, moi, je trouve. Son concept est très très bien. C'est un petit enfant, donc c'est une histoire classique de sitcom, sauf qu'à chaque fois que le père de l'enfant lui dit « Ah, mais tu sais, moi, à ton âge », et à ce moment-là, bam, le gamin est renvoyé à l'âge où son père avait le même âge que lui, il se retrouve copain de son père, dans le passé, comme dans Retour vers le futur. Voilà, si vous avez vu Retour vers le futur, c'est un de mes films préférés en plus. C'est une série qui s'inspire beaucoup, de cet univers. Et bref, on en a parlé beaucoup, et on s'est rendu compte on accrochait bien, et quelques années après, peut-être 2 ans après, Seb m'a rappelé en me disant je cherche 2 nouveaux auteurs pour l'équipe de la saison 6.
Et ensuite, il y avait un processus que tu Un long t'expliqueras processus peut-être, de processus casting. de sélection, avec des tests d'écriture, des rencontres, etc. C'est très très long. Voilà, Ça doit être quelque chose. C'est comme la fonction publique. Ouais, c'est ça. Faut remplir des documents. c'est ça. C'est stressant, je veux bien croire. Et Ouais. on savait même pas qui on était l'un l'autre. Moi, j'ai reçu un mail et j'ai cru que c'était une blague. Mais j'ai quand même répondu, mais j'ai mis quelques temps parce que je fais. Ouais, ça va pas, c'est foi. Et finalement- bien m'en a pris. Voilà, Aujourd'hui, j'ai- Caroline est sur j'ai cette scène. répondu- J'ai répondu à cet email. Eh ben, merci pour cette présentation de parcours qui est vraiment alors complètement différente. Il y en a un qui savait déjà, l'autre qui était un petit peu dedans, et puis là carrément une reconversion professionnelle. Donc, en tout cas, ce concours a l'air important. Puis c'est bien de savoir qu'il existe un conservatoire pour l'écriture. Je trouve ça Et incroyable. le CEA est vraiment un des endroits en France où on forme le mieux à l'écriture. Hein. C'est, C'est vraiment, c'est incroyable. c'est une très 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 bonne école. D'accord. On va remonter 10 ans en arrière. On a un contexte. En France, on se situe comment dans l'animation? Comment on est il y a 10 ans, avant que Miraculous naisse? C'est quoi le contexte de l'animation française en France, hein, tout simplement, ou même dans le monde, hein, mais Le contexte de l'animation à l'époque, c'est pas forcément d'ailleurs déjà de faire du 22 minutes. ouais. C'est pas forcément d'avoir une fille super-héroïne ou une fille caractère driven, enfin personnage principal de Ouais. la série. C'est pas forcément faire une série qui se passe à Paris ou en France, peu importe où ça se trouve. Exactement. Et ça, c'était un truc assez... ça, c'est très jérémiesque, ça. Jérémy, le... Hein Et le feuilleton. Et le... Alors, chut, ça, on le disait pas à l'époque. Ça, on a été obligé de tricher. Donc, ils n'étaient pas au courant de ce qu'ils achetaient, en fait. Mais par exemple, pour Paris, Thomas, je crois que ça se passait dans une ville imaginaire ou américaine. Non, c'était pas Paris au tout début, non. Non, c'est Jérémy qui a voulu Paris. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas, en fait. Soit c'était une ville qui n'existait pas, Ouais. soit c'était les États-Unis, soit c'était... Et il y a quelqu'un qui a la réponse a priori? Hong Kong à la base, me Hong dit-on. Kong. Eh bien, nous vérifierons Merci, dans les archives. nous allons vérifier tout ça. Nous vérifierons. Et en tout cas, voilà. Et situer ça à Paris, qui était une très bonne idée, parce que c'est quand même la ville la plus visitée touristiquement chaque Exactement. année dans le monde. Oui. Et donc tout ça était très atypique. Et le fait de mélanger sitcom et action, Ouais. et de faire du character driven, c'est-à-dire que les personnages sont ceux qui décident de ce qu'ils font dans une histoire et non pas l'action qui surgit comme ça d'un seul coup, ça c'était très compliqué. Et ça c'était dur à vendre, au même titre que de rajouter discrètement des choses qui feuilletonnaient pour en fait étendre petit à petit un univers qui était déjà existant, mais qui était comme les glaciers, il y avait quand même une grande surface en dessous du niveau de la mer. Ça c'était le plus compliqué. Et ça c'était atypique à l'époque. Oui. Voilà. Et en plus, après, il y a aussi un travail graphique, de direction artistique, d'univers visuel, d'ambition artistique aussi de la part de Jérémy et de Nathanaël, qui était exceptionnel. Et comme vous l'a dit Nat tout à l'heure, c'est-à-dire de passer 3 ans à développer un concept, ça c'était très rare. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu, pendant 25 ans que j'ai bossé dans la série, j'ai toujours eu l'ambition de faire une direction artistique de long métrage. Donc autant vous dire que j'ai souvent été déçu. Parce que c'est très compliqué, la série c'est un flux, donc il faut absolument vite livrer les choses. Au bout d'un moment, il faut que ça marche, il faut envoyer quoi. Et donc là, on a vraiment pu avoir le temps de poser les choses, de travailler chaque détail. Et c'est ce qui fait la différence entre une série lambda et une bonne série, je pense. C'est le travail des détails, autant au niveau de l'histoire que de l'image. Donc ça c'est vraiment les grosses différences quoi. Alors, au nom de la France, merci d'avoir choisi Paris quand même, parce que du coup, ça nous représente vraiment à l'étranger. Je vais être très honnête avec vous, je suis allée au Japon l'année dernière, il y avait de la promo pour Miraculous. C'est partout, je veux dire, voilà, le phénomène. Donc, en France, ça commence, ça prend. Et comment se passe cette expansion dans le monde, en fait? Est-ce que vous arrivez à m'expliquer comment on passe d'un format... Parce que, très honnêtement, on va être très honnête entre nous, un dessin animé français qui pop à l'international à ce point, je ne suis pas sûre de pouvoir vous en citer beaucoup, très honnêtement. Donc, on prend l'exemple de Miraculous, ça marche en France et ça s'exporte. Ça marche comment, ça, en fait? Comment ça s'exporte et comment on gère ce succès à l'international et comment on adapte aussi pour l'international, au final? Et je crois que ça s'exporte parce que c'est français. Parce que c'est typiquement français, en fait. Et c'est pour ça aussi que le choix de Paris a été vraiment... judicieux, parce que c'est le cœur de la série, c'est
c'est un carré amoureux. D'accord, c'est une histoire d'amour. Donc Paris devient l'écrin naturel en fait d'une histoire d'amour. C'est la love story, c'est Paris. Donc en fait, c'est en étant typiquement français que ça a pu s'exporter parce que on le voit aujourd'hui sur les plateformes comme Netflix. Les gens recherchent des choses qui soient vraiment typiquement ici. Genre le fameux Emily in Paris. Par exemple. Je crois que c'est fini l'époque où on veut un espèce de ton généraliste, un peu global, surtout américain. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a la recherche d'un truc un peu plus spécifique, dans un tel flux d'informations et de contenu, d'avoir un truc aussi typique. C'est ce qui fait la différence, quoi. Et ça se passe comment quand les Japonais vous disent on veut diffuser cette série chez nous, par exemple? Alors je prends les Japonais parce qu'ils font énormément d'animation et qu'il y a eu toute l'animation japonaise qui est extrêmement différente. Vous parliez de prendre votre temps. Et tout à l'heure, j'étais là, ouais, les Japonais, ils ont pas le temps, en fait. Du coup, il y a des épisodes qui sont plus ou moins rushés de certains animés qu'on voit. Là, on voit quand même qu'il y a de la qualité sur chaque épisode, que chaque chose a été travaillée. C'est pour une fois, enfin, c'est horrible, mais on retourne la situation d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, 30 ans, c'est Dorothée qui va chercher les dessins animés au Japon, les animés. Et 30 ans plus tard, c'est les Japonais qui viennent chercher Miraculous au Japon. Ça se passe comment, ça ? Alors déjà, petite précision, c'est que l'animation japonaise, il y a très peu de création purement et simplement d'animation japonaise. C'est souvent une adaptation, c'est-à-dire que ça commence toujours avec une publication périodique dans un magazine comme un Shonen Jump. Ensuite, quand ça a du succès, quand ça passe l'épreuve du succès, c'est édité en manga, ça c'est la première étape. Et si le succès continue, c'est adapté en animation, puis après les OAV, et après consécration, c'est l'adaptation en live action, quoi. C'est vraiment live action, c'est vraiment le top du top. Mais il y a l'épreuve du feu, quoi. L'épreuve de la. Quand une série marche, c'est qu'elle a fait ses preuves dans le vrai, quoi. Donc après, adapter, c'est plus facile que de créer ex nihilo une série d'animation, quoi. Et c'était quoi la question? Parce que je suis parti sur... c'est vrai que je suis partie sur le Japon parce qu'il y avait beaucoup d'animations au Japon, et puis même aux États-Unis. Moi, je suis beaucoup dans le milieu du cosplay, et j'ai beaucoup de copines américaines qui sont hyper fans de Miraculous aussi. Donc que ce soit en Asie ou en Amérique en règle générale, l'export s'est fait comment en fait? Comment ça a marché un petit peu et comment vous l'avez vécu? Genre, est-ce que pour vous c'était alors ça fait un peu prétentieux. Est-ce que vous vous y attendiez? Ou est-ce que ça a été la surprise? Je suis pas étonné parce que déjà ça a été très bien produit, très bien vendu par Jérémy. Ça, Jérémy a fait beaucoup de boulot. Il n'est pas là, mais on parle beaucoup. Je l'ai vu voyager pendant des années pour que ce projet existe. Hein. C'est vraiment la virtuosité de production, à trouver les bons partenaires. La Toei au début pour avoir Bandai qui nous permet après d'accéder au marché américain et ainsi de suite. C'était incroyable. Hein. Mais après, si le succès, je pense, il vient du fait que c'est toute l'équipe qui a bossé dessus a été biberonnée à... Moi, j'ai mangé du manga, j'ai mangé Disney, j'ai mangé de la BD franco-belge. En fait, ça transpire tous ces styles-là. En fait. Donc, c'est normal que ça prenne sur le territoire américain, au Japon. C'est parce que c'est déjà en fait en nous, donc dans le show. Et je pense que l'export est aussi plus facile, quoi. Plus simple. Donc voilà, c'est pas vraiment une surprise, mais bon, c'est une bonne surprise en tout cas, si ça en a été une. Très bien. Alors, je vais repasser sur l'équipe des scénaristes. Vous arrivez donc... vous êtes tout jeune, visiblement. Vous avez là, dans les mains, une pépite, parce que clairement, c'est une pépite que vous avez dans les mains. Et là, on vous dit, saison 6, c'est ça. Il va falloir continuer et puis alors créer, inventer. Ça se passe comment? Ça marche comment chez vous? Les idées, elles popent comment? Est-ce qu'on re-regarde 50 fois les premières saisons pour se dire « Ah, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut développer ci » Est-ce que l'inspiration vient d'elle-même? Voilà, c'est... ce genre de questions. Je suppose qu'il y aura 3 réponses différentes, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Mais ça m'intéresse d'avoir ce point de vue on arrive sur une série à succès qui a déjà eu 5 saisons, qui cartonne dans le monde. Désolé, ça met la pression. Mais comment on fait pour continuer, du coup? Déjà, on n'est pas lâché dans la nature comme ça. Oui, bien sûr. Donc oui, on regarde. Mais on ne peut pas regarder 150 fois 5 saisons, c'est pas possible. Mais on n'est jamais seul à écrire un épisode. Oui. Donc du coup, il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, il y a toujours Seb et Thomas. Oui. Et parfois on est et parfois on est 3, parfois on est 4, parfois on est jusqu'à 5. Et il y a quelque chose où l'information, elle infuse en nous aussi. Il y a un temps d'adaptation pour rentrer dans le bain. Et vraiment ce travail collectif fait qu'on peut rentrer dans la série
ce serait impossible Bah oui, d'arriver comme ça et dire Et dire- allez vas-y, impossible. Ouais. Mais le fait Faut d'être vraiment ensemble s'imprégner. et on sent chez Seb et Thomas la curiosité de dire ok alors toi. Donc ils nous laissent cette ouverture et en même temps on est accompagné par des personnes pour qui la série n'a aucun secret, donc c'est extrêmement rassurant. C'est quand même bien d'être dans un cadre quand même bien fixe. Ça vous arrive de pas être d'accord? Alors oui, en fait, comme tout travail en équipe, on passe nos journées à échanger des idées et à essayer de se convaincre les uns les autres de choses Et dont il faut on est sortir les convaincu. arguments sur la Absolument. carte, quoi. Mais il y sur la table. il y a une bienveillance et Une écoute aussi, peut-être. une écoute et qui fait qu'à un moment, on trouve toujours... Enfin, il y a une solution qui s'impose en fait naturellement. Parce que déjà, comme on le disait, c'est une série caractère-driven, donc c'est les personnages qui écrivent en fait avec nous les histoires. Donc il y a des situations qui ne peuvent pas arriver et d'autres qui, par voie de conséquence de ce que sont les personnages et de ce qui ferait dans ces situations, les histoires s'écrivent aussi, nous on les accompagne. Donc parfois on discute sur des points de détail presque, mais oui, après c'est ce qui fait les sels de ces ateliers. C'est ça, ouais. Et puis la série a été très évolutive. Les personnages qui au début étaient secondaires sont maintenant bien plus mis en avant. Et la question, voilà, on peut continuer là-dessus, hein, mais effectivement, c'est comment on développe ces personnages et puis quel background on leur met. C'est voilà, est-ce que vous faites vos propositions, vous vous sentez assez libre, mais vous suivez quand même l'esprit de la série. Voilà, comment ça se passe un petit peu? Disons il y a un gros travail préliminaire qui est fait par Seb et Thomas. C'est vraiment une série. On dit souvent c'est une série d'auteurs Miraculous. Oui. Les deux premiers auteurs de cette série, c'est bien évidemment Thomas et Seb, qui eux en sont déjà à la saison 18. Vous ne le savez pas encore, mais dans leur tête ils y sont déjà. Ils sont déjà dans le futur. Donc ils ont déjà une vision des personnages et qui nous partagent. Et à partir de ces grandes trajectoires qu'ils ont, nous on rebondit, on apporte, on enrichit, on propose des biais. Et c'est comme ça que prend vie l'atelier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Nat, tu parlais du côté unique dans le développement de la série. Je trouve aussi que l'écriture même des épisodes, c'est quelque chose de très unique, qu'on ne voit nulle part ailleurs en animation, en tout cas en France. Cette écriture en atelier, c'est-à-dire qu'on est pendant 3-4 jours tous ensemble dans la même pièce et on va écrire de la première idée, de la première étincelle jusqu'au dialogue des personnages tous ensemble. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas ailleurs, en tout cas en France. Alors j'ai une petite question. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Vas-y. Ça me semblait vraiment important de rajouter que vraiment le travail qui a été fait sur les 5 saisons, il est tout le temps avec nous. D'accord. Et il y a un matériel qui reste très ouvert. Donc on écrit avec 5 saisons avec nous, et ces 5 saisons qui nourrissent, et il y a un potentiel d'histoire encore, et ça c'est du jamais vu aussi, je pense. Parce que ça arrive souvent de se retrouver sur des séries, on est en saison 3 et on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et là en fait, au fur et à mesure des saisons, ça a été nourri, et on a encore envie de raconter des histoires. Vous avez encore des choses à raconter. Il y a encore plein d'idées en fait. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Caroline, et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup de pression en arrivant. Ouais, je veux bien mais croire. en fait, malgré tout, comme tout le monde l'a dit, comme c'est caractère-driven, finalement, très vite, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très rassurant. Parce qu'il y a déjà, effectivement, Thomas et Sébastien sont extrêmement bienveillants et je pense qu'on a tous les trois senti la place de pouvoir amener un peu de notre vécu et de ce qu'on ressent, de mettre un peu de nous, votre petite touche. ou de greffer un peu de nos émotions, notre vécu aux trajectoires des personnages qu'ils avaient esquissés. Et il y a aussi effectivement ce que disait Manu, que je trouve moi extrêmement rare, et c'est la seule série sur laquelle j'ai travaillé où je l'ai autant ressenti, c'est que les personnages courent en fait. Les personnages sont... Il y a une évidence à un moment ils sont tellement caractérisés de par les 5 saisons précédentes qu'en fait il y a certaines évidences dans comment ils doivent réagir. Comment ils peuvent évoluer, etc. Et c'est très... ça, j'ai trouvé ça agréable en fait, dans la manière d'arriver,
C'était rassurant par rapport à la pression. Et en vrai, ils sont bons parce qu'ils sont comme Marinette qui ne veut pas tout dire. Et en fait, ils ont une pression terrible parce que il faut que vous imaginiez qu'ils sont déjà au milieu de la saison 7. Eh oui. Et donc, en fait, ils ont la pression parce qu'ils arrivent à vous expliquer des trucs sans rien dire et c'est fort. Ils sont bons. Bravo. Ils sont bons. J'allais poser une question. Alors, je vais comparer, même si c'est pas vraiment comparable. L'auteur de One Piece avait déjà sa fin quand il a créé son manga. Est-ce que c'est le cas de Miraculous? Est-ce que vous avez une fin que vous aimeriez atteindre, même si elle est en plusieurs, mais est-ce que cette fin existe ou pas? Après, vous avez le droit de ne pas répondre aussi, peut-être pas spoiler. Alors, on ne répondra pas. Ouais. Mais on peut vous dire, pour l'anecdote, puisque c'est derrière nous, que quand on a fait ce que nous, on appelait notre première arche, l'arche papillon, avec Thomas, bon, je l'ai déjà raconté, mais en 2015, quand la diffusion a eu lieu, avec Thomas, on s'est mis dans une salle. Juste avant que la diffusion commence, je lui avais dit, tu sais, on ne sait jamais ce que ça va devenir. Comme disait Nat, quand même, nous, on avait vu quand même quelques épisodes, donc on voyait quand même que c'était assez sympa et que Thomas a un tel talent qu'en fait, c'est la première fois que nous, en tant qu'auteurs, on voyait ce qu'on écrivait transcender. C'est-à-dire que c'était, il a un talent de mise en scène. Et puis, Nat, la direction artistique qu'il nous a offert, c'était un écrin en or. Et Jérémy nous a donné le temps et les moyens financiers de faire quelque chose d'extraordinaire. Le Buller, qui était le premier épisode qu'on mettait à l'époque en fabrication, à chaque fois, je disais à Jérémy, mais t'es conscient quand même que c'est n'importe quoi ton truc là? Ça coûte une fortune. Il me disait, hey, quand je te demanderai de me parler d'argent, je te le demanderai. Là, je t'ai pas demandé de te soucier des problèmes d'argent, c'est moi qui paye. Je dis, ok. Donc on écrit. Ouais, c'est ça, écris, s'il te plaît. Ok. C'est la seule personne au monde qui fait ça. Hein. Bref. C'est bon à savoir. Et je sais plus c'était quoi la question, merde. La question c'était est-ce que vous aviez une fin? Oui, et donc en 2015 on s'est mis dans cette pièce et je lui dis écoute, par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va imaginer une fin à cet arc-là. Et donc on a écrit une scène qui est en réalité très proche de celle de la fin de la saison 5 qui existe aujourd'hui. Par exemple, c'est ce jour-là où on a déterminé que c'est Marinette et pas Ladybug qui battrait Gabriel Agreste. Donc c'est important parce que ça, on avait en tête ça, on l'avait avant que vous voyiez la diffusion de la série. Donc ça, on le savait clairement. Et du coup, on s'était dit aussi qu'on gardait la fusion, l'amalgame entre le pouvoir du chat noir et de la coccinelle que pour cet épisode. On s'était dit, on le fera jamais avant. C'était une interdiction. On s'est dit, ça, c'est pour cet épisode-là. Donc on savait ces choses-là, on savait que ça se terminerait comme ça. On savait qu'elle le vaincrait, non pas par la bataille, parce qu'on n'a jamais aimé ça. Oh là, pardon. Putain. Eh ben, dis donc. Ça va, le public? C'était quoi? C'est en fait ça parfois il y a du Larsen, enfin c'est un espèce de Larsen, c'est un truc crache électrostactique dans le... peut-être. Ça peut arriver. Ouais. Je suis désolée. C'était un anti-spoiler. Ouais, en même temps, c'est du spoiler du passé, donc passé, ça compte ouais. pas. Ça marche pas. Donc voilà. Donc en gros, voilà, on savait ces choses-là. Autant vous dire que ce qu'on écrit aujourd'hui, on sait déjà où on va. Oui. On a fait la même chose, hein, parce qu'on n'est pas très originaux. Donc on a déjà écrit plusieurs fins d'arc, puisque maintenant on a plein de personnages. Et quand par exemple on finit là... Alors, ça arrive que ça saute, je ne sais, c'est la... Et quand par exemple vous voyez le début de la saison 6, il faut savoir que quand on fait ce début de saison 6, en fait on le pense au début de la saison 3. Quand on fait l'épisode Caméléon, en fait, quand on fait dire à Marinette, à Lila, que c'est une vilaine sans costume, bah en fait on sait déjà à l'époque que c'est parce que c'est quelqu'un qu'on veut amener à devenir la nouvelle vilaine de la série. Et ça j'ai le droit de le dire. Je les vois, ils transpirent, ils en peuvent plus, ils se disent putain, ils disent n'importe quoi. C'est très compliqué. C'est une exclue, ça Non, bah non, tout le monde sait, puisque la saison 5 sait. termine là-dessus, on la voit récupérer le Miraculous mais du on papillon. ne sait pas encore ce qui va se passer après. Et on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette série, on ne sait pas. Ça sort quand d'ailleurs, la saison 6 Elle est sortie, madame. Elle est déjà sortie? Bah oui. Bravo, bah, on voit quelqu'un qui suit la série. Je vais engueuler mon fils, parce que je le regarde avec mon fils du coup. Vous avez déjà vu 8 épisodes. Alors plus. Vous voulez un spoiler? Ah ouais, on aimerait un petit spoiler. Donc, en tout cas, en France, parce qu'on livre les épisodes, on continue à en livrer. En fait, les chaînes de télé attendent d'avoir un paquet d'épisodes pour vous diffuser. Mais en France, la suite de ce que vous avez vu, ce sera à l'automne. Voilà. C'est ça que je voulais comme... Donc vous aurez peut-être des épisodes un petit peu avant. Mais je crois que Nat peut nous dire aussi pourquoi c'est aussi, comme d'habitude, on attend. Pourquoi? Parce qu'on fait quand même des images extraordinaires et qu'on travaille sur une technologie qui est nouvelle.
Alors ouais, ça nous intéresse, ça tout à fait. On peut enchaîner sur effectivement l'aspect de la nouvelle saison 6-7. Vous avez dû voir un changement radical. Enfin, radical. Il y a un changement graphique, on l'a perçu, effectivement. C'est qu'on travaille Désolé, sur, j'ai pas compté les saisons, mais je crois que je suis à jour. Hein. Ouais, donc on travaille sur un nouveau soft aujourd'hui qui s'appelle Unreal, qui est un moteur de jeu vidéo, un moteur de temps réel. Et qui donc en gros nous permet nous de voir en temps réel une image presque aboutie. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on bossait sur d'autres softs, on devait anticiper. C'est-à-dire que l'image qu'on avait en tête, on devait la penser, tester sur des tout petits bouts et espérer que tout allait bien se passer. Aujourd'hui, on peut directement rentrer dans une scène pour de vrai comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on arrive, on a la scène animée, on rentre dedans et sur l'écran, on voit l'image finale. C'est comme si on se baladait dans le dessin animé, tel qu'on le voit à l'écran. Il y a un peu de travail sur l'image après, l'immersion, mais on a une image quasiment aboutie, quoi. On peut se balader dedans, la revoir d'un autre angle. C'est bien ça. C'est radicalement différent pour la direction artistique puisque ça permet d'avoir quasiment le résultat final et on se dit bon maintenant comment on peut upgrader ça, comment on peut le faire monter un level de long métrage qui est toujours mon ambition, hein. Même si c'est de la série. Hein. Buter quoi, et je veux obtenir, je veux casser la frontière entre le long métrage et la série. Je voudrais qu'on soit face à une image, on se dit c'est de la série, c'est un long métrage, on ne sait plus quoi. Et même au niveau de la narration d'ailleurs, hein, on casse un peu les codes quand même pour de l'animation pour enfants entre guillemets. C'était quoi la cible au début, Miraculous, quand vous sortez? Bonne transition, la cible. La cible. Non, mais il a raison, il dit, en fait, on n'a jamais écrit que pour les enfants. Ouais. Il faut dire que quand j'arrive, et c'est là où on s'entend bien tous ensemble, parce que je suis comme lui, j'avais des ambitions de cinéma. Alors j'en avais déjà fait, donc en même temps j'étais moins excité par le cinéma, parce que c'est sympa de loin, mais de près, c'est des fois un peu compliqué le monde du cinéma. Mais en tout cas, ce que je disais au début, que les chaînes ne voulaient absolument pas entendre, parce que pour les chaînes, il faut écrire que pour les enfants. Ouais. Je leur disais, on va faire comme, je suis aussi un papa, et on va faire comme pour les dessins animés qu'on fait au cinéma, c'est-à-dire qu'on les écrit pour la famille. Il faut à la fois que ça plaise aux enfants, parce que c'est pour eux qu'on écrit des histoires. Il faut que les tout petits, ils aiment ces histoires-là. Mais on les écrit aussi pour que leurs parents puissent s'asseoir sur le canapé avec eux et aimer. Profiter, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'écrire aussi, de réaliser comme on aimerait voir. En fait, on est les premiers spectateurs de cette série, donc on essaie de faire en sorte qu'elle soit bien, donc bien écrite, bien réalisée. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail... Ah! Oh la vache! Eh ben bravo! Je tiens à regarder, j'ai les deux sous la main parce que je tiens à saluer le travail de Caroline avec qui on a écrit El Toro des Piedras et le travail de Nat qui a travaillé d'arrache-pied sur l'image de cet épisode qui pour moi est le premier exemple très très réussi de ce que Nat a en tête pour Miraculous, la nouvelle saison. Ça c'est un très beau travail, bravo! Et El Toro des Piedras, pour la petite histoire, c'est une histoire qu'avec Thomas on porte depuis très longtemps parce qu'en fait on a eu cette idée, je crois qu'on était entre la saison 3 et la saison 4 et où c'est une histoire d'un enfant en fait dont le papa lui avait dit tu ne regardes pas les séries pour les filles ou les séries émotionnelles parce qu'un garçon ça ne pleure pas. Alors nous avec Thomas ça nous a fait énormément pleurer parce que ce garçon là je suis désolée, hein, c'est pas grave. Ce gars a 3-4. Ce garçon là qui en fait c'était génial parce qu'en fait il était au milieu de plein de filles. Et en fait, il dit « Ah non, moi je regarde pas les Miraculous au début. » Puis après, à la fin, on s'est rendu compte que c'est lui qui la connaissait, mais par cœur, la série. Et qu'en fait, il était surtout sous l'emprise d'un papa qui lui disait surtout de ne pas dire qu'il la regardait, parce que c'était pas bien. Et surtout qu'il ne fallait pas être ému. Donc, ce qu'on voulait raconter à travers El Toro des Piedras et le personnage d'Ivan et de son papa, c'est comment, effectivement, les messages qu'on passe à nos enfants, que ce soit à nos garçons ou à nos filles, en fait, sont importants et peuvent avoir un impact très fort. Donc, c'est ce qu'on a commencé. Et je remercie... Caro de l'avoir fait avec nous, El Toro des Piedras, qui est un épisode très sensible et très atypique aussi, parce que c'est la première fois qu'on fait un épisode où il y a aussi cette musique écrite par, c'est Delphine je crois, l'ami de Thomas qui a écrit cette magnifique chanson originale et qui donne un épisode qui est complètement hors du temps. Alors je suis content que ça vous ait plu, tant mieux, on continuera alors. Il ne faut pas hésiter visiblement. Alors, je regarde leur passé et je vous propose, cher public, si vous avez des questions à poser à l'équipe, de les poser. Est-ce qu'il y en a? Alors je vous dis d'abord, je vais dans le on ne répondra pas à des questions sur les histoires futures. Hein. Pas de spoiler. Il n'y en aura pas. Moi, j'ai tenté juste, est-ce qu'il y a une fin? Mais je suis resté soft. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a Alors, une fin? je vais essayer de passer partout. Hein. Alors, là, allez.
Parle bien proche du micro. Alors du coup, là je suis devant mon tableau. Un Oui, tableau. Non, j'ai pas du tout un tableau. Non, bref, je disais, je suis devant mon tableau et je regarde les ordres de diffusion des épisodes. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont jamais diffusés dans l'ordre? Alors, je vais vous répondre à cette question puisque je suis le directeur d'écriture et producteur exécutif. Donc, ça veut dire que je gère tout ça depuis le début, depuis des années. Il faut que vous sachiez qu'en fait, à partir de la saison 6, nous avons décidé de ne plus écrire dans l'ordre. C'est-à-dire, comment on écrit? Quand on écrit, on fait en sorte que l'épisode soit diffusable n'importe quand. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ensuite, quand on fabrique une série d'animation, c'est tellement compliqué que vous ne savez jamais si vous allez livrer l'épisode 1 avant le 2 ou avant le 3, avant le 4. Cependant, quand vous faites de la production, vous donnez un numéro à vos épisodes. C'est normal. Numéro de série. C'est pour les différencier. C'est comme vos enfants, vous leur donnez des prénoms pour être sûr que vous les reconnaissiez. Donc bref, on a mis des numéros aux épisodes. Donc oui, on les écrit nous dans un certain ordre. Mais vous remarquerez que depuis la saison 6, nous avons amené, il y a un petit aménagement d'écriture. C'est-à-dire que vous avez un teaser et un cliffhanger dans les épisodes. Et en fait, nous avons réparti les moments de mythologie ou un peu feuilletonnants avec des rebondissements, des choses qui pourraient avoir besoin d'une suite. On les a mis à droite et à gauche en gros de l'épisode. Et dans le cœur d'épisode, il se passe des choses aussi. Mais vous pouvez les diffuser dans n'importe quel ordre. Sauf l'épisode de fin. C'est tout. Mais les autres épisodes, en réalité, c'est pas juste un discours d'homme politique, c'est que vous pouvez les regarder dans tous les ordres, dans n'importe quel ordre, parce que l'un ne suit pas l'autre. D'accord? Donc effectivement, le dernier de la saison 6 et vous voulez un deuxième spoiler? Oui. Et le double d'ouverture de la saison 7, cela ne se voit que dans un seul ordre. Ok. Mais en fait, la question, je la posais surtout pour les 5 premières saisons, parce que la saison 6, j'avais remarqué qu'on pouvait regarder dans n'importe quel ordre. Mais c'était surtout pour les 5 premières saisons. Alors la saison 4, je sais que c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec le Covid. Mais pour les saisons, surtout la 2 et la 5, la 2, 3 et 5, même la saison 1 en plus. Hein. Alors la saison 1, cher ami, en fait, on vous a piégé. Je vais vous piéger parce qu'en fait, dans la saison 1, le numéro, par exemple, que vous avez associé à Time Breaker, Chrono Girl, n'est pas celui... En fait, par exemple, c'est un épisode qu'on a écrit en 17e position et qui a été fabriqué, je crois, en 4e position, et on a changé le numéro en cours de production. Donc, en fait, vous savez même pas dans quel ordre on les a écrits. Ça se voit. Ça ne se Elle, voit visiblement, pas. elle a. Mais elle a l'Excel, hein, le fichier Excel. Hein. Oui, mais en réalité... non, mais en réalité, il n'y a qu'une seule saison où c'est un peu plus feuilletonnant que d'habitude, Ouais. c'est la saison 5. Et la fin de la saison 4, le début de la saison 5 et ensuite toute la saison 5 sont très feuilletonnantes. Pour preuve, vous avez les 3 premiers épisodes de la 5 qui sont attachés aux 2 derniers de la 4. Et vous en avez 4 à la fin de la 5 qui sont vraiment aussi attachés ensemble. D'accord. Et ça, oui, effectivement, ça rend les choses un peu plus feuilletonnantes. On essaye de faire ça un peu moins parce que c'est aussi, ça permet de faire entrer les nouvelles générations, les petits jeunes qui veulent regarder la série, la suivre. Et je dis souvent à mes camarades, il faut voir, mais je le dis depuis le début, depuis 15 ans, Miraculous, c'est comme un grand puzzle. Vous pouvez voir les épisodes dans n'importe quel sens. Par contre, quand vous les avez tous vus, ça vous donne une vision d'ensemble du puzzle que les gens qui n'auront vu qu'un ou 2 épisodes par-ci par-là n'auront pas. Vous avez une vision beaucoup plus précise, parce que vous les avez tous vus. Mais l'ordre, à partir de maintenant, à partir de la saison 6, en réalité, n'a plus grande importance. Mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que les chaînes, alors qu'ils ne mettaient pas les numéros à l'époque, Et non. maintenant les mettent, parce qu'ils savent qu'il y a des jeunes gens comme vous qui aiment bien savoir Qui ont des quel tableaux numéro. Excel. Hein. Mais du coup, ils se sont piégés eux-mêmes en mettant les numéros. Ils disent « Ah, mais on les met pas dans l'ordre. » Bon, tout ça est absurde et n'a pas de sens. Mais profitez, regardez ça. Non mais, profitez sans le tableau Excel. Ouais. Et à la fin de la saison 6, vous aurez une vision différente de la série. Enfin, Oula. à chaque fois que je vais dire un truc. Ça, c'est vraiment l'alerte J'ai spoiler l'impression hein, à que chaque on fois. se croirait à la fête foraine. Tu sais, quand Quand ça claque, ouais, ça peut arriver. En tout cas, on fait attention à la fin de la saison 6, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, je vais essayer de vraiment de tourner partout. Il y avait des questions par là. Je vais aller voir le jeune homme. Alors j'avais surtout une question pour les nouveaux scénaristes. Donc si j'ai bien compris, vous étiez un peu fan, tout comme nous tous, de la série avant d'entrer dans l'équipe d'écriture. Lorsque vous avez eu accès un peu à la lore, à toutes les différentes choses que nous on ne connaît pas encore, quelle était la sensation que vous avez eue? La peur. Pareil, j'ai peur de dire une bêtise tout le temps, j'ai l'impression d'en savoir trop et de détenir un secret hyper puissant qu'il faut pas que je lâche. Moi, je ne voulais avoir aucun document sur moi, j'avais beaucoup trop peur de n'importe quel accident.
Et puis il y a une sensation de vertige aussi quand on découvre tout ça. En fait, c'est vrai qu'on voit, nous, 2-3 arbres. Et quand on commence à rentrer dans la forêt, là, on se rend compte qu'il y en a 10 000 autres, il y a une montagne, il y a un ravin. Là, il y a un univers énorme qui a été créé par Seb et Thomas, auquel on découvre, en fait, quand on a la chance de pouvoir accéder à ces documents, qui donne une sensation à la fois de vertige et en même temps, c'est un matériau extraordinaire parce qu'on se dit mais c'est génial, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un peu de ça et puis ça me donne une idée d'histoire, il pourrait se passer ça et justement tous ces éléments de lore on les prend petit à petit et on les parsème comme ça tout au long des épisodes, donc c'est génial en même temps. Parce qu'avec le succès, ça a permis aussi d'avoir la possibilité de raconter des histoires qui sont enthousiasmantes en fait. Donc il y a plein d'infos, on a peur de trop en dire, mais il y a la possibilité de raconter des histoires dans le cadre qui est celui de la série, qui est un cadre qui est quand même très spécifique. Ça, c'est vraiment une chance dont je pense on a toutes et tous pleinement conscience, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'excitation, de jouissance, d'excitation, parce qu'on est les premiers spectateurs et on se dit « Ah, ok, ça va être cool », mais la peur. En premier, la peur, après, la jouissance. Et vous êtes terrorisé, en fait. Oui, c'est ça. Au début. En plus, ce document-là, plus personne ne l'a aujourd'hui. Je vais repartir par là, je vais faire 1 sur 2. Je vais essayer de varier un petit peu. Alors, je vais prendre la jeune fille qui est derrière. Je voulais savoir si Lila était inspirée de Frédéric Bourdin. Je voulais savoir si Lila est inspirée de Frédéric Bourdin. Frédéric Bourdin? Le caméléon. Frédéric Bourdin, c'est qui Frédéric Bourdin? Pardon? Qui est Frédéric Bourdin? C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour des enfants disparus. Ah! Alors visiblement, je pense que la réponse est non. On connaissait pas Frédéric Bourdin. Donc visiblement la réponse... D'accord, non, visiblement la réponse c'est non. Hop là, le jeune homme. Tout à l'heure, vous parliez de production et du fait que vous étiez au milieu de la saison 7 en termes d'écriture. Et moi, je voulais surtout savoir d'un aspect, tout ce qui va être storyboard animatique. Parce que je suppose que vous avez déjà une équipe sur le terrain, mais je voulais savoir si régulièrement vous preniez des nouvelles personnes pour faire le storyboard, car mon professeur a travaillé sur votre série et a travaillé chez Xiam. Je pense que vous, Nathanaël, vous devez... Nicolas Lenevé. Ah, Nicolas. Voilà, du coup... Nicolas, il est avec nous sur ma série préférée, Kobushi. C'est la première série que j'ai dirigée, sur laquelle on a travaillé tous les deux. On s'est rencontrés sur Kobushi avec Nat. Il nous en a beaucoup parlé. On a beaucoup rigolé avec Nicolas. Nicolas est quelqu'un avec un caractère particulier, mais absolument adorable. Ouais, mais il s'est bien gardé de nous dire comment on pouvait accéder, enfin comment on pouvait rentrer en contact avec des gens. Du coup, moi, je suis storyboarder, je sors d'école et je voulais savoir... Ah mais si, on est au contraire, on serait très content. Il y a Marc Cheruau, C-H-E-2-R-U-A-U. Mais tu le trouveras sur LinkedIn. Tu connais LinkedIn? LinkedIn. Ils auraient dû changer de nom, c'est un nom de merde. Hein. Ça marchera jamais. Ça marchera pas, non. LinkedIn, ça marchera pas. Comment t'as dit? Non, tu vas dessus, Marc Cheruau. C-H-E-2-R-U-A-U. Merci pour le tips, c'est gentil. Et Marc, vous allez vers lui, vous dites je suis storyboarder, vous dites que c'est Sébastien Thibaudeau qui vous a dit de lui écrire et que vous voudriez le rencontrer. Ça le fera bosser un peu ce feignant. Pardon. Et donc évidemment qu'on cherche des storyboarders tout le temps et c'est une denrée rare. Des très bons storyboarders, c'est une denrée rare. C'est surtout dans l'industrie actuelle où souvent vous disiez qu'il y a beaucoup d'écoles d'animation, de plus en plus, et du coup il y a trop de gens qui demandent pour pas assez, parce que le milieu de l'animation, c'est de plus en plus compliqué. Nicolas nous racontait qu'il y avait beaucoup de studios qui fermaient leurs portes en ce moment, et que du coup le monde, c'est très difficile de bosser sur des projets, et généralement c'est surtout les seniors qui travaillent dessus parce qu'on n'a pas besoin de les diriger, et voilà, C'est vrai que c'est un peu ce qui me fait un peu peur quand je vois comme ça, comme à Annecy, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles, beaucoup de formations, et quand je vois le marché, qui est quand même un marché où il n'y a pas des studios qui se créent tous les 4 matins, c'est compliqué. Mais ça a été pareil mon cas quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était en l'an 2000, et en l'an 2000 c'était la galère.
Il n'y avait rien du tout. J'ai erré après l'école pendant 6 mois à trouver un taf. Tant et si bien que j'ai rien trouvé et je suis allé faire serveur dans une maison de thé. Mais en fait, le moment clé, c'est quand tu commences à mettre un pied dans une porte. Il va y avoir, ça va se faire un moment. Il y aura un moment où tu auras la porte qui va s'ouvrir. Tu vas mettre le pied. Tu gardes bien le pied, voilà. hein, ouais. Si tu bosses bien, à partir de là, tu rentres dans un répertoire de gens. Voilà. Mais c'est vraiment c'est l'amorce, c'est toujours pareil, c'est l'amorce. Je suis pas sûre que tout le monde va pouvoir passer, donc je passe vraiment au fur et à mesure. Les jeunes filles attendent depuis très longtemps. Tu connais bien la série. Alors rajoute ça, c'est très très important. Tu dis que tu connais bien parce que c'est très important pour nos techniciens, tous les rôles techniques. On se dit c'est technique, mais c'est pas que technique. Assistant réalisateur, assistant de production, storyboarder, il faut bien connaître Miraculous, la série, parce qu'il y a énormément d'informations, de choses à connaître, comme la personne qui est à côté de vous, qui a regardé tout par cœur, qui est dans un tableau. C'est un savoir incroyable. Donc ça, précisez-le, c'est vachement important. Alors j'ai une question pour Caroline, Pierre, Emmanuel. En dehors de... Le micro marche pas bien. Oui, d'accord. En dehors de Marinette et Adrien, c'est qui votre personnage préféré? Oui. Il en faut un seul ou on peut en dire plusieurs? Oui, j'ai remarqué. Si tu veux. Moi, je pense que j'aime beaucoup, bon, évidemment, j'aime beaucoup les personnages sur les épisodes sur lesquels on a travaillé. En fait, je pense que ça va souvent... Donc moi, j'ai beaucoup aimé Marc et Nat, et j'aime beaucoup Zoé et Sabrina. Je pense que c'est... voilà. Et j'aime bien Lucas aussi. Je dirais que c'est ces 5-là. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais en dire 10. Pour les mêmes raisons que Pierre, j'ai la chance de travailler sur un épisode avec Nino que vous découvrirez peut-être à l'automne et qui m'a vachement rapproché de Nino. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alia aussi évidemment. Et du coup, moi j'ai vraiment appris à connaître bien Yvan, Mylène, et je les aime vraiment beaucoup. Et Alia aussi. Je la trouve top. Elle et puis, ouais, enfin voilà, je les adore. Mais c'est vrai que... Mais ils sont tous sympas. Et puis je trouve que aussi ce qui est intéressant, c'est finalement, et c'est là où j'ai trouvé en tout cas le travail sur la saison 6 hyper agréable, c'est que c'est pas un hasard, je pense, si on s'est attaché à ces personnages et qu'on a chacun écrit 16 épisodes, c'est parce que on y met de nous et c'est des thématiques. Ils amènent des thématiques, je pense, qui nous ressemblent à chacun individuellement. Mais c'était aussi l'idée de donner vie un peu plus et un peu plus corps à certains personnages que nous on écrivait moins bien ou qu'on écrivait moins tout simplement. Et c'était aussi d'aller chercher des auteurs qui viennent avec leur univers, avec leur monde et qui le font rentrer dans la série. Et c'est vrai que la série, c'est en ça aussi que c'est une série d'auteurs. C'est pas qu'une série de Thomas et moi, c'est une série de tous les gens qui viennent écrire dedans. Ça a été celle de tous les scénaristes, ils sont 19 de la saison 1, de Frédéric Lenoir, de Mélanie Duval. Ça a été une série de tous ceux qui ont collaboré depuis le début, depuis 167 épisodes aujourd'hui pour nous. Et juste, je veux pas oublier Alix aussi, parce qu'Alix c'est un personnage qu'on voit moins, sachant qu'elle est un peu moins dans Paris que les autres. Et que j'aime voyage beaucoup. dans le temps, c'est cool. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est quand même un des trucs les plus cool à faire de l'histoire quand même. Je suis là pour info, parce qu'il y a une question là. Ah oui, bravo, bonjour. Bonjour, alors je suis une énorme fan de Magical Girl, donc tout ce qui est Pulicua, Sailor Moon, tout ce qu'on peut voir au Japon. Et du coup, et aussi je suis une énorme fan, je ne sais pas si vous connaissez les Super Sentai, c'est ce qui a créé les Power Rangers par la suite. Et du coup, j'aimerais savoir si est-ce que vous vous êtes intéressé pour la création de Miraculous au Pulicua Super Sentai récent, en fait, pas que Sailor Moon, parce que je sais qu'elle a marqué énormément les Magical Girls en général, mais est-ce que vous vous êtes intéressé plutôt aux autres Magical Girls qui existent déjà? Bah oui, en plus on a travaillé avec la Toei à l'époque, je me rappelle qu'on a eu plein de références, de choses qu'on a regardées. Je vous redonnerai pas tous les titres, hein, je me rappelle plus de tout moi. Je sais qu'en fait la Toei travaille pour Pulicua, parce que c'est eux exactement qui font tous les Super Sentai et les Pulicua actuels. Et du coup, est-ce que aussi même par exemple pour Tiki,
enfin tout ce qui est mascotte, vous vous êtes aussi dit on va prendre les faits qui existent déjà sur les Magical Girls et on va les retransposer pour le public européen et français. C'est clairement la Toei et même Bogdan de la Toei, qui est un producteur de la Toei, qui nous a dit si vous voulez faire des Magical Girls, il vous faut l'interface, le petit personnage qui donnera le pouvoir au héros. C'est indispensable. Donc c'est vraiment là pour le coup, ça vient de là. Les Kwami sont nés grâce à la Toei. Du coup, j'ai 2 questions là et ce sera les dernières. Je suis vraiment désolée, on n'a pas plus de temps, mais il commence, ça marche. Et on rigole bien avec les Kwami. Hein. Ils sont super. Bonjour. Merci la Toei. Oui. Ouais. Alors, ma question concerne le nouveau porteur du papillon. Donc, on a connu dans les saisons précédentes en tant que Lila / Cerise / plein d'identités différentes. On a vu que ce personnage se cachait et ne donnait ni son nom ni son nom de super vilain. Exactement. Aura-t-on l'occasion de la voir en tenue de super vilain en dehors de l'ombre qu'elle génère lors de ses acclimatisations, et connaîtra-t-on son nom de super vilain Eh bien, fur de la c'est saison. tout le jeu de la saison 6. Et moi, je remercie toujours les diffuseurs qui ont accepté ça, parce que faut que vous sachiez qu'on a écrit la saison 6, on a donc une idée. Il y a quelque chose qui est caché dans la saison 6, vous en avez donné une part là, et tous les gens qui travaillent avec nous ont accepté de ne pas savoir. Donc il n'y avait que les auteurs qui savaient, c'est tout. Même mon assistante depuis 10 ans ne le savait pas, ne connaît pas le secret de la série, et vous ne le découvrirez qu'au début de la saison 7. Alors moi, ma question, c'est par rapport à ce qu'avait dit Thomas il y a bientôt 10 ans, je pense, quand c'était entre la saison 1 et la saison 2. Est-ce que c'est vrai que vous gardez toujours dans l'écriture de ne jamais commencer par le méchant? Oui. Est-ce que ça a évolué ou vous l'avez gardé Non, cette c'est toujours un problème si tu fais ça. Il faut que ce soit les personnages qui créent l'histoire. Après, des fois, ça nous arrive comme... Parce que vous avez oublié, il y a 3 jours d'atelier ou 4, mais on a maintenant ce qu'on appelle un pré-atelier. Par exemple, hier matin, on s'est vu avec Manu et Chloé Paye, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui fait partie des nouveaux scénaristes aussi, comme Camélia Assef, et elle s'excuse, comme Thomas, de ne pas être là aujourd'hui, vis-à-vis du travail par ailleurs. Mais Camélia, vous pouvez la voir jouer d'ailleurs à Avignon, sa pièce de théâtre. C'est quelqu'un de très talentueux, comme tous mes camarades ici, et qui écrit une série pour TF1 qui est en tournage aussi. Et Chloé, qui écrit aussi une nouvelle série pour une plateforme. Et donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais quand nous écrivons, par exemple, quand nous avons une idée, c'est les personnages d'abord et ce qu'on avait besoin de raconter pour faire avancer l'histoire qui nous guide. Et puis des fois, ça t'arrive, des fois tu penses les deux en même temps, où tu dis ah tiens, ça va peut-être être ça, mais on part jamais du méchant parce que sinon ton histoire elle va sonner faux. En fait, on vient de me donner une information, c'est qu'on a largement le temps en fait. Excusez-moi, je pensais que ça finissait à 15h. D'accord. Alors, juste, je revérifie pour être on sûr. va prendre un café. Comme ça, Tu veux toutes les quoi, questions. toi? Eh oui, c'est bon, on a le temps. Tu veux un panache? Vous pouvez poser toutes vos questions. J'arrive. Pardon, c'est ma faute. Je pensais qu'il y avait, que c'était jusque 15h, donc on a encore le temps. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Bonjour, déjà bravo pour votre série que je trouve pleine d'âme, comme vous avez parlé des sujets, vous essayez d'aborder des sujets importants pour les enfants et je trouve ça hyper bien, que ce soit genre LGBT ou même l'éducation en général. J'ai 2 choses. Premièrement, je suis dans le même cas que lui, c'est-à-dire que moi je cherche une alternance et Miraculous c'est mon max, donc j'ai toute une pochette ici avec mon CV, des travaux, donc si possible, si je peux en parler un peu avec vous, ce serait génial. Alors, non, pour être sérieux, c'est Marc Chéruot qui vraiment gère ça. Je sais. Le truc, c'est que déjà, j'ai pas son adresse mail et en fait, je l'ai contacté sur LinkedIn et il m'a jamais répondu. Du coup, je me suis dit. Il est viré. Je sais, Steve il m'a dit que c'était en direct. Marc, t'es viré. C'est pour ça que. Je reçois un texto. C'est pour ça que voilà, je me suis dit là, ultime chance, aller directement au contact de quelqu'un. Tu nous donneras tout à l'heure et je lui mets un coup de boule lundi matin. Je suis vraiment désolé, non, ça doit pas être le cas. Oui, et pareillement, d'ailleurs, j'ai eu un professeur qui travaille avec vous qui s'appelle Arthur Blavier, qui était Cara Designer. Arthur Blavier. Il a travaillé sur la saison 6 et 2 spéciaux. Ah, mais alors peut-être sur l'équipe de quoi, du Londres En tout cas, il n'y est plus là. Oui, Londres.
Londres et Ah oui, un mais bout de la en fait, il y a des saison 6. équipes différentes. Et pour le coup, par exemple, Nat est vachement Alors, non. Ouais, c'est pour ça. Bah non, mais parce que Londres, en fait, on réutilisait beaucoup d'assets, en fait, c'est-à-dire des décors ou des personnages qui existaient déjà. Donc on sollicite moins Nat. Nat, c'est un directeur artistique, c'est-à-dire que c'est vraiment qu'on veut donner le ton. Parce qu'il a une patte, je vais te cirer les pompes un peu, mais tu sais à quel point je t'aime. Non, mais si, parce que c'est très rare, quelqu'un comme ça, il est pas au courant, faut pas lui dire, mais c'est rare. Des gens, c'est rare des gens qui ont autant de talent et qui arrivent à donner un caractère comme ça au personnage. Il y a une série visuellement, c'est extraordinaire. Et là, bon, bah, il y a aussi le travail là, sur toutes les nouvelles séries, qui est vachement important. Donc c'est plutôt sur ça que ça va se passer. Mais on ne connaît pas forcément tout. Il y a plus de 150 personnes aujourd'hui. Ouais. Pas de souci. Enfin, des fois on les connaît en fait, mais parce qu'on se croise à la machine à café. Nous on écrit sur place, donc on les croise. Mais c'est vrai que c'est difficile quand vous avez 150 personnes. Aucun problème. C'est plus compliqué. Je lui dirais juste que vous l'avez oublié, mais c'est pas grave. Non, tu lui dis que je me souviens très bien de lui. On a pris un DK ensemble. C'était très très bien. Ouais. Et du coup, deuxième chose qui n'a absolument rien à voir, vu que Miraculous, ça s'est vachement exporté, que ça représente vachement Paris, etc., est-ce que vous êtes déçu qu'il n'était pas dans la cérémonie d'ouverture des JO? Ah ouais. Parce que moi, je l'étais. C'est une belle question, ça. Moi, j'ai fait un développement là-dessus. J'ai fait un développement sur les JO, sur les 5 points noirs d'une coccinelle qui se transformait en anneau. Je l'ai, hein, elle existe, hein, mais ça n'a pas pu se faire. Ah, c'est dommage. Vraiment très dommage. On écrira c'est qui Madame Hidalgo? Parce que là, je pense que là, oui, effectivement, Ladybug aurait pu devenir l'ambassadrice de la France. C'est après Grévin, c'était le step du dessus. On va retrouver l'organisateur. On va régler nos comptes. On va lui casser les genoux. Non, mais en fait, ça dit quelque chose aussi de la place de l'animation dans les yeux des gens. Oui. Il y a vraiment des pays, par exemple au Brésil, tout le monde connaît par cœur Miraculous. C'est devenu très rapidement quelque chose d'iconique dans leur pays. Dans le nôtre, ça marche très bien aussi. Oui. Mais par exemple, on voit qu'il y a une espèce de snobisme. Parce qu'effectivement, on aurait dû nous appeler, nous dire mais attendez, on fait un truc dans. C'est le dessin animé français. On va prendre 2 Yamakasi, on les déguise en Ladybug et Chat Noir, on les fait sauter sur les toits, ils seront dans un plan, on s'en fout, c'est génial, ça fait partie de Paris. Mais je pense même que chez ces gens-là qui ont organisé, ils doivent penser que c'est américain. Non mais c'est absurde. Alors que peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est un produit d'ici en fait. En fait, c'est peut-être ça, hein, mais c'est pour vous dire à quel point finalement on est méconnu, alors que c'est une série qui impacte les gens clairement. Ouais. Et puis c'est un vrai impact mondial. C'était une très bonne question, ça. Très bonne question. Qui m'énerve. Alors, j'essaye de tourner un petit peu. Donc là, maintenant que je sais que j'ai du temps. Bonjour. Alors moi, ma question va plus concerner un spécial, donc le Miraculous World Paris, dans lequel on a pu voir Toxine et la Griffe Noire, par exemple. Et donc là, ça a changé complètement le ton, on va dire, de la série, parce qu'on part sur quelque chose qui est beaucoup plus sombre, avec le monde alternatif. Voilà, le monde dystopique. Et j'aurais voulu savoir si vous comptez poursuivre aussi là-dessus sur peut-être un futur épisode spécial ou carrément l'intégrer dans la série, parce qu'on a pu voir Lady Dragon par exemple dans la série. Mais j'aurais voulu juste savoir si ça peut continuer d'être exploité comme on le fait Miracle Dream qui sont là avec leur chaîne YouTube. Non, excellente question, ouais. Excellente question. On adorerait. Ça dépend après ça dépend des idées, des opportunités. Par exemple, si effectivement, comme on a développé tout un univers dystopique, ça serait formidable. Mais par exemple, tu vois, ça coûte très cher à faire en réalité. Donc, Thomas qui est fan de comics, de mangas, de choses comme ça, on s'est dit ça serait super en publishing, par exemple, un truc comme ça. Mais en tout cas, oui, ça fait partie de nos têtes. Et les auteurs auraient pu le dire aussi. Des fois, il y a des choses comme ça qui vont popper parce qu'on va se dire ah ouais, mais là, ça serait formidable de faire ça maintenant. Et on a des libertés comme ça créatives qui sont formidables, ou si demain on a une idée qui est formidable où on peut les réutiliser, on le fera évidemment parce que ça fait partie de notre univers. Donc ça fait partie de l'univers, c'est là, on le sait. Et puis c'est quand on a envie de s'en servir, on s'en sert. Et puis effectivement, c'est aussi une question d'audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement les fans premiers sont en train de rentrer dans l'âge adulte. Donc comment faire pour eux toujours arriver à leur parler et à les garder dans cet univers tout en gardant les petits qui vont découvrir la série. Donc effectivement, on réfléchit à ça et c'est aussi une question du support. On pense par exemple à peut-être créer une dystopie via les longs métrages qui nous permettrait de traduire des thèmes plus adultes,
peut-être plus pour les anciens fans qui sont maintenant devenus certains des parents. Et garder le côté un peu plus enfant pour la série ou pour différentes reboots. Il y a plein d'options sur la table. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre travail. Je le suis depuis plus de 10 ans, donc merci beaucoup. Je crois qu'avant, l'animation était sous-produite dans d'autres pays et que maintenant, pour la saison 6, c'est réalisé totalement en France. Oui. Est-ce que ça a changé votre processus d'écriture d'avoir accès à toute cette équipe française plus proche ou juste d'avoir un rapport plus particulier avec les voice actors, par exemple? Est-ce que vous écrivez directement en français ou est-ce que vous pensez par exemple... On a toujours écrit en français, madame. D'accord. Ah oui, toujours, oui. Oui, non, le Miraculous, c'est écrit en français tout le temps. Et c'est tout le temps fait en France. Avant, c'est vrai qu'il y avait des animations qui étaient sous-traitées vraiment juste l'animation. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est Dwarf. Mais ça change surtout pour toi, en fait. Oui, ça change un petit peu je dirais que ça change un peu le style. Je ne sais pas si on le voit qu'il y a une patte un peu plus européenne, française dans l'animation et un peu moins coréenne, puisqu'à l'époque c'était quand même Samg, le studio originel, qui était un studio coréen, sud-coréen, et donc il y a cette petite touche d'animation asiatique. Et c'est vrai que là on arrive vers un truc qui est un peu plus occidental dans l'animation, si on peut encore définir un style, dans le sens où tellement maintenant les continents s'influencent mutuellement que tout tend à fusionner, quoi. Voilà. Bonjour, alors moi je voudrais parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, celui de la censure. Je pense que vous voyez peut-être là où je vais en venir. C'est qu'il y a un épisode dans lequel la maman à Marinette prend littéralement une amende parce que le policier fait un énorme délit de faciès sur elle. Et l'épisode a été une purge à trouver sur Internet parce qu'il a été censuré. Et je voulais savoir votre point de vue là-dessus, sur la censure, et comment vous l'avez pris d'avoir un épisode sur lequel vous avez travaillé qui a été interdit de diffusion. Il n'a pas été interdit de diffusion. La chaîne a fait ce qu'elle a le droit, c'est-à-dire qu'elle a le droit de couper et de remonter. C'est un droit que les chaînes ont. Donc on ne vous demande pas votre avis, en fait, c'est fait comme ça. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est une série internationale, donc il existe les deux versions, vous pouvez juger de l'une et de l'autre. Voilà. Après ce qui est bien dans cet épisode, c'est que comme Ladybug n'a pas assisté, Marinette n'a pas assisté à ce qui arrive à sa maman, en fait, les deux versions marchent très bien. Puisqu'en fait, par son enquête, elle redécouvre finalement ce qui s'est passé, parce qu'elle ne l'a pas vécu. Donc en fait, tout est raconté finalement 2 fois dans l'épisode. Ça marche très bien. Parce que j'ai dû le trouver en anglais, parce qu'en français, c'était impossible à trouver, comme par hasard. Après, c'est pas vrai. Comment dire ? C'est plus qu'ils ont trouvé qu'on avait mal écrit. Alors ils s'en sont rendus compte très tard. Ça peut se juger. Et il faut savoir qu'en France, la RATP est très à cheval sur la représentation. Et en fait, comme on a utilisé les mêmes designs, ils sont très proches, nos designs. C'est là où on a peut-être fait une erreur. On aurait dû avoir des designs un peu différents. Et aussi, il y a une chose que dit Thomas souvent, c'est que peut-être qu'on aurait dû montrer qu'il y avait des contrôleurs qui se comportent bien et d'autres qui se comportent mal. Et que dans la vie, tout est toujours un peu plus compliqué que de dire « Ah, ce genre de population se comporte toujours comme ça ». C'est jamais bien de le dire. Donc, on va dire qu'on n'a pas écrit notre meilleur épisode, qu'eux, ils n'ont pas pris leur meilleure décision de leur vie, mais qu'on s'aime beaucoup et qu'on se respecte et que c'est une aventure, c'est une histoire, et on continue et tout va bien. Mais c'était quand même super d'en parler. Eh ben, hop. Bonjour. En fait, moi, j'avais une question, c'est sur le Lucky Charm. Avant, vu qu'elle n'en avait qu'un seul, c'était quelque chose de très travaillé. Est-ce que maintenant, c'est genre en mode on fait un peu de ce qu'on veut Merci pour cette question qui est magnifique. Eh bien, avant, on se couchait tard, maintenant, on se couche un peu moins tard. Ah voilà, on ne peut pas répondre. Le Lucky Charm nous faisait coucher trop tard. Non, mais c'est bien, elle a évolué. Écoutez, j'ai envie de vous dire, moi, c'est une des choses dont je suis le plus fier, c'est que quand on regarde la fin de la saison 5, on voit que Marinette a grandi, vraiment, dans son comportement. Et c'était important de la faire accéder aussi à un niveau de contrôle de son pouvoir qui était différent, et où effectivement, elle a plus d'aisance. Mais comme nous tous, quand on grandit, on a plus d'aisance avec les codes, avec la vie, voilà. Et donc, c'était bien qu'elle évolue comme ça. Merci pour la réponse. Je suis là maintenant. Ah, c'est ça, c'est le nouveau jeu. C'est Où est Ferry ? C'est pas Où est Charlie, c'est Où est Ferry. Ça. Donc il y a une question là. Alors oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cet incroyable dessin animé qui a grandi, m'a fait grandir. Voilà, bref. Voilà.
Et on avait vu quelques leaks de personnages, par exemple de de films spéciaux. Par exemple Rose, il y avait aussi le spécial Afrique, je crois, il y avait Lady Fly, et on n'en a jamais entendu parler juste après. Ils ont disparu ou il s'est passé quoi? Sacrée question, ça. Effectivement, ils sont toujours d'actualité, hein. Mais c'est encore des choses on a du mal encore à emboîter dans le grand univers Miraculous. C'est vrai que Miraculous Corp va nous permettre maintenant de pouvoir déployer tous ces projets, parce qu'avant, il y avait un vrai problème de ressources humaines. C'est-à-dire que finalement, l'équipe n'est pas si nombreuse que ça. On est en tout et pour tout à vraiment faire les grandes décisions, une dizaine. Et effectivement, tous ces projets-là, tant que personne ne peut se mettre vraiment autour de la table tous ensemble, c'est compliqué. Donc là, la structure Miraculous Corp devient vraiment l'outil pour pouvoir enfin les déployer. Voilà. Mais ils sont pas oubliés. Personne n'est oublié dans Miraculous. Je suis à nouveau ici. C'est encore moi. Vous avez dit que Marinette a bien évolué en fait sur les 5 premières saisons, et là en fait par la communauté de fans, on a l'impression qu'elle a un peu, on va dire, régressé. Alors, on sait qu'elle découvre des nouveaux sentiments aussi, le fait d'être en couple avec la personne qu'elle aime et ainsi de suite. Et j'aurais voulu savoir, en fait, ça va faire comme des dents de scie, c'est-à-dire qu'on est monté, on est arrivé à un climax à la saison 5. Là, on est obligé de redescendre pour remonter, bien sûr, sur les prochaines saisons, parce que j'imagine qu'on ne peut pas rester sur un climax H24. Donc, ma question va être ça, c'est plus, voilà, est-ce qu'on va voir encore une évolution de Marinette et de Chat Noir sur les prochaines saisons? Elle évolue déjà, puisqu'elle est déjà en couple, et elle doit découvrir c'est quoi un couple. C'est en réalité, trouver comment dire je t'aime à celui ou à celle qu'on aime, c'est déjà compliqué. Mais alors savoir ce qu'est un couple et comment on doit se comporter quand on est deux, c'est quoi être amoureux? Et en plus, quand l'histoire d'amour commence avec un mensonge, il y a des histoires à écrire. Donc je suis sûr que ça va évoluer. Merci pour la réponse. Je suis à nouveau ici. T'as rangé ton tableau Excel? Ok. Là, c'était une question qui m'est venue tout à l'heure, parce qu'on parlait d'Alix, mais la question c'est elle dort où en fait? Elle est SDF ou? On va lui demander, on va lui envoyer un texto. Elle dort dans son terrier. Elle dort dans son terrier, bah oui. Ça serait hyper intéressant, c'est est-ce qu'on va voir d'autres facettes du terrier? Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. D'ailleurs, j'aime beaucoup le terrier, je trouve ça extrêmement stylé, mais il n'y a pas de lit, genre, elle dort où, elle se lave où, elle mange quoi? Les gens se posaient la même question que toi avec 24 heures chrono. Ils se disaient, mais d'accord, il y a 24 épisodes, 24 heures, on le voit jamais manger, jamais aller aux toilettes, jamais dormir. Bon, En fait, la vraie question, c'est pas où est-ce que dort Alix, c'est quand dort Alix. Oh, pas mal. Bravo. Ça s'appelle une retournette. Alors j'arrive, alors je vais voir le jeune homme là-bas et je reviens. Je t'embauche. Ouais, rebonjour. Alors j'avais une question. Donc dans la série, on a eu l'occasion de voir Chat Noir et une autre version de lui, à savoir Chat Blanc, version acclimatisée. On a eu également Éphémère, etc. Aura-t-on droit à Chat Perché? Très très drôle, bravo. Et Chat Bleu. C'était le nom d'une boîte de nuit. Merci. Alors j'arrive juste après. Une petite question rapide. Il y a Miraculous Stellar Force qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Est-ce que Nathanaël et Sébastien, vous avez travaillé sur le développement ou pas du tout? C'est des équipes différentes? Eh bien oui. Oui, c'est des équipes différentes, oui, vraiment. J'étais présent pour la supervision, mais j'ai pas mis ma touche artistique dessus. C'est vraiment une autre direction artistique. Voilà. Et c'est en 2D. Donc voilà. Alors, la direction artistique est différente, mais au niveau de l'écriture, je suis avec Thomas aussi. Donc Thomas a écrit la Bible, et là nous allons écrire ensemble le pilote prochainement. Voilà. Et on est en train de constituer les équipes pour l'écriture de la série qui devrait commencer d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci pour la réponse, je suis ici. Bonjour, j'ai une autre question. À quand un Miraculous Store en Europe? Parce qu'on en a un au Brésil, un aux États-Unis et pas en Europe.
Ah bah, il faut que tu montes cette société. Ah, c'est de la franchise. Ah bah je pense, oui. Oui, ça doit être des gens qui achètent la licence pour l'exploitation. Oui, c'est une bonne question, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre là. Il lui a dit, tu sauras quoi demander à ton conseiller Pôle emploi. Je balance les vannes entre les visiteurs, j'arrive. Alors je vais aller là-bas, je reviens là et j'arrive là. Est-ce que le live action est toujours d'actualité? C'est une bonne question. Ça finira par être d'actualité. Comme toutes les licences qui ont du succès, à un moment donné, les choses finissent par arriver. Après, il ne faut jamais oublier que 10 ans, c'est jeune. Hein. C'est très très jeune. Quand vous voyez ensuite des films arriver, les premiers Superman, les premiers Spider-Man, on est déjà 10, 15, 20 ans après la création des personnages dans des BD, des comics et même des fois plus, comme s'y fait signe monsieur, effectivement. Donc, alors aujourd'hui, tout va plus vite. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des choses, effectivement, qui sont dans les idées des créateurs. Merci pour la réponse. Et des producteurs. Du coup, j'avais une autre question. C'est par rapport à tout ce qui est personnages féminins. Miraculous, c'est très apprécié parce que les personnages féminins sont très très bien écrits. Je voudrais savoir comment vous remettez en question pour écrire vos personnages féminins, surtout parce que je vois qu'une seule femme et je pense qu'il y a plus de femmes dans l'équipe. Mais surtout, vous les hommes, comment vous faites pour vous remettre en question sans ajouter ce qu'on appelle le male gaze, ou même vous les femmes, comment vous faites pour ne pas ajouter du male gaze? On sait que Marinette, elle vit pour l'amour qu'elle a pour Adrien. Mais quelle adolescente n'a jamais eu une fixette sur un homme ou sur une femme dans sa vie? En fait, je voudrais juste savoir comment vous faites pour écrire d'aussi bons personnages féminins, qui soient jeunes ou même grands. Parce que par exemple, même la mère de Marinette ou Madame Bustier sont très très bien écrites. Même la mère de Zoé, Chloé, quoi qu'on en pense, elle est aussi très bien écrite, je trouve. Non, vas-y. Alors, je sais que tu as posé la question par rapport aux garçons, mais effectivement, donc, on est plusieurs femmes et je suis la seule à avoir pu me déplacer aujourd'hui. Et on n'est jamais seul à l'écriture et je pense que c'est ça qui permet de faire des super persos. On débat tout le temps, est-ce qu'on est juste pour ce perso, etc. Et du coup, c'est jamais une seule vision et on en débat vraiment, vraiment beaucoup et pour tous les personnages. C'est des discussions à chaque fois extrêmement intéressantes et la multiplicité des points de vue fait la qualité des personnages, je pense. Et en essayant, je pense, je parle pour moi, mais j'allais répondre en essayant d'être le plus ouvert possible d'esprit, écouter la part de féminité qu'on a tous en nous aussi, et je dirais se remettre en question. Ce qui pour moi est primordial dans l'écriture. Après, tu sais, c'est le métier aussi des écrivaines et des écrivains que d'être capable d'observer, de regarder les gens autour de soi, de savoir qui on est, comment on est, et de savoir retranscrire ça, de le transformer, de créer des personnages. Ça fait partie aussi de notre métier, effectivement. Et merci pour dire qu'ils sont bien écrits. Mais c'est juste, par exemple, vous avez parlé de Lou tout à l'heure. Je pense que comme beaucoup ici, moi j'ai grandi avec la BD Lou. Et Lou, j'ai appris récemment que c'était écrit par un homme. J'ai trouvé que le personnage était tellement bien écrit. Enfin, il n'y avait pas cette dose de patriarcat qu'on peut voir dans certains livres. Oui. Lou était tellement bien écrite que j'ai été surprise. Et même... Parce que c'est pas une question de genre, c'est une question de sensibilité, en fait. Mais par exemple, l'auteur de Lou avait dit j'ai juste regardé ma fille et j'ai écrit. Et au début, je regardais pas vraiment qui faisait les scénarios, etc. Et Miraculous Ladybug, au tout début, je pensais que c'était écrit par une femme parce que je pensais, voir une femme, voir Marinette uniquement, pas uniquement, mais vraiment mise en avant presque à tous les épisodes. Je trouvais ça beau en fait, surtout pour l'exemple qu'elle donne. Que ça soit par exemple face au harcèlement qu'elle a pu subir ou que d'autres subissent par rapport à l'homophobie que certains peuvent, par exemple face à certains épisodes qu'on a eu, l'homophobie qu'il y a eu, etc. Je trouve qu'elle a vraiment de bons agissements aussi. Et ça, Caroline a raison, c'est aussi, on a des vrais débats. En fait, quand on commence à écrire le premier jour, souvent je dis c'est le premier jour, c'est presque un jour de discours philosophique. Et on fait vraiment attention, on veut pas raconter n'importe quoi. Il y a vous, mais vous vous rendez compte, il y a un nombre de gens qui regardent la série incroyable. Et donc, on va pas dire n'importe quoi. Et donc, effectivement, on veut se convaincre déjà, nous tous, entre nous déjà, de la justesse de ce qu'on a à dire. Et après, oui, après, on vit dans le monde aussi, avec tout le monde.
Donc c'est vraiment ça. Tu sais, des fois, c'est pas une question de genre, c'est que pendant longtemps aussi, la question du genre et de garçons qui écrivaient de façon un peu toxique, comme on pourrait dire, c'est parce qu'en fait, c'était toute une espèce d'entre-soi qui écrivait tout le temps les mêmes choses avec les mêmes codes et qui reproduisait ça ad vitam aeternam. On essaie de sortir de ça. Puis être scénariste aussi, c'est réussir à prendre conscience qu'on a tous naturellement des biais sur certains sujets, mais d'en prendre conscience, ça permet de les aborder de manière frontale justement et honnête, et de se dire, bah voilà, et c'est tout le travail de collaboratif permet de se dire, bah voilà, moi sur ce sujet-là, je le vois comme ça, mais je suis pas super à l'aise, toi... Qu'est-ce que tu as comme expérience, qu'est-ce que tu as comme vécu vis-à-vis de ce sujet? Et en fait, de croiser toutes les expériences fait qu'on arrive à avoir quelque chose qui est plus juste. Et c'est cette recherche de justesse qui nous guide dans chacun de nos personnages et chacune de nos histoires. Merci pour cette réponse. Donc j'ai une question là, j'aurai une question là et une ultime là. Donc il reste 3 questions. Alors, bonjour. C'est par rapport à la fin de la saison 5, si je ne me trompe pas. On avait vu quelque chose par rapport à Lila quand il y avait eu une sorte d'éclair bleu. Et on s'est tous posé la question. Apparemment, la réponse était dans le spécial Londres, sauf que pour certains, on n'avait pas vraiment compris c'était quoi la réponse. Ou si la réponse était dans la saison 6 ou peut-être dans les autres saisons. Qu'est-ce que c'était? Alors, ce sera dans d'autres épisodes. Effectivement, il y avait une réponse dans un spécial, mais qui n'est pas encore fabriquée. Mais vous inquiétez pas, tout ça arrive, il y a des réponses. Nous, maintenant, on travaille avec ça, mais la réponse arrive. Avec un peu de décalage. On avait plein de bonnes nouvelles aujourd'hui, dis donc. C'est marrant pour nous de savoir qu'ils ne savent pas ce que c'est encore. Mais ils ont quand même tilté qu'il y avait quelque chose. Ils ont chose. quand même tilté, quand même. En plus, on voit un petit peu des bouts quand même, mais on ne voit pas à quoi est liée cette lumière dans le spécial Londres, c'est vrai. On avait beaucoup de choses à raconter dans le spécial Londres. Alors moi, mon autre question va être un peu plus générique. On a pu voir qu'il y avait des pouvoirs supplémentaires, on va dire, avec les Kwami, avec leur transformation, par exemple avec Aquatiki ou Plaglagla ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut avoir la même chose avec les nouveaux super-héros dans la saison 6, ou est-ce qu'on va développer encore ces pouvoirs, parce qu'on voit qu'il y a encore plus de macarons dans la boîte toujours, et des pouvoirs qu'on n'a pas découverts. Et je pense par exemple au pouvoir de Cosmobug qu'on a découvert dans un spécial. Ouais. Il nous faut beaucoup d'argent. Il nous faut de l'argent, j'ai envie. Envoyez vos dons. Je vous laisse mon RIB après. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une franchise, les amis. Qu'on ouvre une boutique, qu'on gagne de l'argent. Et on peut projeter mon RIB ou pas pour faire des virements? Il faut faire attention parce que c'est détourné les RIB. Il faut faire très 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 attention. Bon, on peut demander à Jérémy, me dit-on. Et enfin, une ultime question. Non, après, pour être plus sérieux, c'est quand on utilise des nouveaux pouvoirs comme ça, il faut que ce soit, faut que tu trouves la bonne histoire, tu vois, pour qu'il soit vraiment exploité pleinement, que ça fasse pas juste, tiens, je voulais te montrer un nouveau pouvoir. Plaglagla, je me rappelais plus qu'on avait été aussi fort quand même. Alors moi, c'est sur le World Paris. J'ai voulu poser la question sur X à Thomas. Il m'a dit de le poser en convention. Malheureusement, il est là, mais je vais quand même la poser. Attends, c'est quoi la question? T'as dit quoi au début? C'est sur le World Paris. Ouais, d'accord. Je l'avais posé sur X. Ah, d'accord, sur X. Twitter. J'ai pas compris, d'accord, oui. Voilà. Ma question, c'est pourquoi dans le World Paris, parfois ils disent le mot Lucky Charm et des fois non. Ah, grand débat avec notre ami Thomas. Avec lui, tu l'aurais jamais. C'est pour ça qu'il a dit pose-la en convention. Oui, c'est parce qu'il s'est dit Thibaudot, il se démerdera avec. Après, il a raison, on va pas leur faire dire à chaque fois, ce serait un peu chiant. Mais c'est très important qu'ils le disent une fois pour déclencher le pouvoir la première fois, et puis ensuite, elle n'a qu'à faire. Alors ça, c'est une question de mise en scène. Elle fait un geste comme ça, elle fait disparaître le précédent, et ensuite, fait comme ça, et c'est un nouveau qui apparaît. Voilà. Et alors, de temps en temps, on lui fait redire pour se souvenir qu'elle a quand même déclenché le truc il y a 5 minutes, parce qu'on a oublié, tu vois. Mais effectivement, aujourd'hui, on est moins à cheval sur ces questions techniques précises. Mais c'est important parce que quand on est petit, c'est ça que j'aime bien, moi. C'est ce que j'aimais bien aussi dans les animés japonais. Je trouve ça chouette de donner des termes aux choses parce qu'en fait, quand on est petit dans sa chambre ou dans la cour de récréation, ça nous permet de reproduire les choses.
Mais ça, je trouve ça cool. Donc Lucky Charm. Eh bien, merci à toute l'équipe de Miraculous pour avoir répondu à toutes nos questions, plus ou moins bizarroïdes, avec des tentatives d'extorsion d'informations, mais c'est toujours comme ça, je pense que vous avez l'habitude. Et un grand merci à Caroline, Sébastien, Pierre, Manuel et Nathanaël d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et on peut continuer à vous rencontrer sur l'événement, hein, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je ne vous reverrai peut-être pas. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir d'animer cette conférence avec vous et cette rencontre. Et merci à vous, le public, pour toutes vos questions et puis votre patience, votre gentillesse et tout. On a une signature, c'est à quelle heure? C'est dans une demi-heure. Dans une demi-heure, session dédicace. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Je suis désolée, je peux vraiment plus parce que je dois enchaîner avec la prochaine animation. Donc je ne veux pas mettre la prochaine animation en retard. Merci beaucoup, merci.